Comme tous les jours, du lundi jusqu'au samedi, 17h30, 19h, le magazine Santé et Spiritualité. Notre invité aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui voudraient la voir en face d'elle, s'appelle Jacques Salomé. Et puis vous êtes parti. Ce n'était pas trahir. C'était suivre le même chemin en vous, simple dans ses détours. Vous emportiez avec vous la petite robe de neige. Elle ne dansait plus dans ma vie, elle ne tournait plus dans mes rêves. Elle flottait sous mes paupières lorsque je les fermais pour m'endormir, juste là, entre l'œil et le monde. Le vent des heures l'agitait fiévreusement. L'orage des chagrins la rabattait sur le cœur, comme un volet sur une vitre fêlée. Qui n'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour. Qui a connu l'absence a pris connaissance de son néant, de cette connaissance lointaine qui fait trembler les bêtes à l'approche de leur mort. Bonjour Jacques Salomé. Bonjour, j'ai trouvé ces deux textes superbes, parce que c'est un des miens et l'autre de Christian Boubin. Vous aviez reconnu? Ah oui, la petite robe de fête. Vous me touchez parce que vous faites partie de ces écrivains, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années, et vous faites partie de ces hommes avec un H majuscule, que je trouve beau comme Christian Boubin, qui est un écrivain très connu des femmes, beaucoup apprécié des femmes, moins connu des hommes, mais je n'ai pu résister à l'envie de lire des passages, une petite robe de fête, tout simplement parce que, en exergue de votre livre, vous avez repris une phrase de Christian Boubin, même les plus beaux livres ne changent pas les gens, ils ne changent que leurs auteurs. Oui, j'aime beaucoup Christian Boubin. Je trouve qu'il a une écriture somptueuse, profonde, sensible, tendre. Et je vous rejoins, les hommes devraient le lire, car c'est quelqu'un qui nous permet de grandir de l'intérieur. Et la première, comment je pourrais dire, Pensée tendresse, oui. Par jour, c'est un livre que vous m'aviez offert il y a quelques années. Et c'est une pensée en date du 20 mai, puisque nous sommes le 20 mai. Et c'est mon anniversaire, j'ai 68 ans cette année. C'est vrai? Oui. Mais on a tout calculé alors. Oui, mes enfants déjà m'ont appelé ce matin. Bon anniversaire Jacques Salomé. Merci à vous. Et merci de partager ces 90 minutes en notre compagnie. Ce livre qui vient de sortir, je croyais qu'il suffisait de t'aimer. Pourquoi utiliser l'imparfait? Parce que c'est une croyance que j'avais, c'est une croyance que j'ai eue longtemps, la croyance que l'amour est impérissable, que l'amour est capable de vaincre toutes les difficultés, qu'il est capable de nous conduire vers le bonheur même. Et puis, en ayant été aimé, en étant moi-même aimant, j'ai découvert, oui, que l'amour n'est pas suffisant, qu'il faut quelque chose de plus, que personne ne m'avait jamais appris, c'est apprendre à communiquer. Je dis aujourd'hui, et puisque je fais allusion à mes enfants, j'enchaîne, parce que ça, mes trois filles en particulier n'acceptaient pas. Pour elles, l'amour s'arrêtait avec toujours, et donc c'était acquis une fois pour toutes. Mais au cours de ma vie d'adulte, j'ai entendu, oui, que ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée. Et c'est la qualité de la communication qu'ils peuvent se proposer. Au-delà des sentiments, se respecter, respecter l'autre, proposer ce que j'appelle aujourd'hui des règles d'hygiène relationnelle, en fait, etc. C'est la qualité de la relation qui nourrit l'amour. Alors, ce que j'aime dans ce livre, j'aime tous vos livres. Comme ça, au moins, c'est clair, les auditeurs et les auditrices le savent ou le sauront. Mais je trouve, après quelques années d'absence, que vous êtes plus mûr dans le visage, plus serein, plus détendu, je dirais. C'est vrai. Peut-être plus amoureux. Aussi.
Mais c'est vrai parce que bon, j'ai 68 ans, je le dis, j'ai jamais été si jeune. Je me sens beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de la sagesse, mais c'est vrai que je me sens plus apaisé parce que j'ai traversé beaucoup de souffrances, beaucoup de tempêtes dans ma vie, d'écueils, et que ça m'a fait grandir, surtout de l'intérieur, oui. Vous avez toujours pensé que, comme le poète, la femme était l'avenir de l'homme? Oui. Elle était, je parle encore au passé, mais est-ce que la femme est l'avenir de l'homme? Elle est toujours. Elle est toujours. Oui, moi j'ai une acceptation inconditionnelle. Je trouve que, d'abord parce que j'ai de la gratitude, je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, pas uniquement celles qui m'ont aimé, mais celles qui m'ont confronté, qui m'ont interpellé, qui m'ont secoué aussi, qui m'ont réveillé. Non, j'ai beaucoup de gratitude pour les femmes. Je trouve que c'est des êtres formidables. Puis, bon, vous le savez, j'étais formateur en relations humaines pendant plus de 35 ans. J'ai vu les femmes bouger, j'ai vu les femmes changer, apprendre à mieux se définir, à mieux se positionner, pas simplement à s'affronter aux hommes, même si parfois c'était nécessaire, mais surtout à se confronter et donc à trouver leur place et peut-être aussi c'est le mouvement que je vois depuis quelques années, à permettre aux hommes peut-être de se réconcilier avec leur part de féminitude, avec une part de tendresse, et ça c'était nécessaire. Vous m'amenez sur un terrain qui risque d'être dangereux pour vous, Jacques Salomé. Vous ne trouvez pas que les femmes deviennent un peu trop mecs maintenant? Alors, et que ça s'est inversé? Oui, mais ça c'est une phase, attention, d'abord pas toutes, et puis il faut comprendre. C'est pas une généralité. Voilà, hein, et puis pas toutes, et puis c'est une phase, il faut le comprendre quand même, réactionnelle. Elles ont été asservies, elles ont été exploitées, elles ont été... Et puis moi je suis des générations, par exemple, où les femmes n'osaient jamais dire leur désir. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient dire leur désir. Une femme de ma génération, j'entends, si elle disait j'ai envie de faire l'amour avec toi ou je te désire, elle craignait d'être vue comme une femme facile, même presque comme une putain, etc. Comme une salope. Ou comme une salope, ouais. plus simplement. Ouais. Et donc elles viennent de loin. Elles reviennent de loin. Donc il y a cette phase réactionnelle où dans certaines situations, elles se sentent obligées de devenir des petits mecs. Je trouve que c'est pas grave, c'est circonstanciel, c'est lié au temps. Et puis vous le savez comme moi d'ailleurs, à diplôme égal, à poste de travail égal, elles sont payées un tiers de moins que beaucoup d'hommes. Donc qu'elles se battent, qu'elles s'affirment. Bon Dieu, il faut aussi que les hommes découvrent aussi ces aspects-là de la part des femmes. Est-ce que, il y a quelques années, Charles Aznavour me disait qu'il était un amoureux chronique? Est-ce que c'est aussi votre cas, Jacques Salomé? Je n'utiliserai pas le mot amoureux, parce que être amoureux, c'est une situation très spécifique. On ne peut être amoureux, que d'une seule personne à la fois. Donc je vais dire, moi j'aime les femmes, voilà. Je les aime, je vous le dis, je suis un inconditionnel, elles ont déjà, chacune que je rencontre, j'ai un a priori favorable. Après, bon, il y a la personne qui est en face de moi, la relation à établir ou qui n'est pas possible. Donc, mais amoureux, je réserve plutôt ce terme à une relation un peu plus unique, un peu plus intime et personnelle. Qu'est-ce qui vous attire quand vous regardez une femme pour la première fois? Est-ce que c'est elle qui vous regarde? Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est son visage? Est-ce que c'est sa silhouette? Est-ce que c'est un endroit précis de son corps? Ou alors c'est plus intime, plus intérieur? Oh, je ne vais pas biaiser. Je vais le dire j'ai un âge canonique, je peux dire tout ça sans trop rougir. Je regarde la poitrine. Mais les yeux aussi, bien sûr. Et je regarde ce que j'appelle... Plutôt que de regarder Dieu, vous regardez déjà les seins. Dire tout de suite sous les yeux, les seins. Et je vais dire plutôt ce qui me touche, ce qui m'appelle. Voilà. C'est une sorte de ligne générale. J'aime le mouvement du visage. J'aime le mouvement de l'épaule qui circule du sein vers la hanche, vers le ventre, vers la hanche. J'aime chez une femme cette sorte de
de lumière. Je trouve qu'elles sont rayonnantes, qu'elles sont plus lumineuses que les hommes souvent, et donc bien j'aime ce rayonnement. Bon, ça m'appelle, alors voilà, je vais vers ça. Vous me faites penser à cette phrase de Quai des Brumes. Vous imaginez Gabin en train de dire à Morgan, t'as de beaux seins, tu sais. Il préfère dire que t'as des beaux yeux. Ce livre que vous venez d'écrire, c'est le combien? 40e, 50e? Exactement, 45e. 45e. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je ne savais plus combien j'en avais écrit. J'ai en 35 ans, il faut dire, donc je suis un vieux monsieur qui écrit depuis... Arrêtez de dire que vous êtes vieux, c'est dans la tête. Et dans c'est vrai, mais sur la carte d'identité. Quand même. Mais non, Jacques Salomé, vous savez bien comme moi que les femmes sont sensibles aussi à la voix d'un homme, oui. et à son regard. Oui. Et cette voix, vous avez gardé en vous un accent qui est chantant. L'accent du Midi, je suis originaire de Toulouse, oui, j'ai vécu beaucoup à Paris, dans Bourgogne, dans le Nord également. Et j'ai gardé, oui, je crois un peu cette musique qui me vient du pays de mon enfance. Chaque fois que je vous ai reçu, j'entends des chants de cigales. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Ce livre, il est flamboyant dans son écriture. On est dans la douceur, on est dans la sensualité, on est dans la sexualité, et je dirais même, on va plus loin, on est dans l'érotisme. Un érotisme que j'appelle flamboyant. Est-ce que je me plante en utilisant cet adjectif? Non, parce que d'abord, je crois que la sexualité est au centre de notre vie. Moi, je l'ai maltraité pendant longtemps, maltraité d'ailleurs par ignorance. Je me contentais de faire l'amour. Mais j'ai découvert, oui, que c'est un domaine qui révèle tous nos possibles. La rencontre sexuelle, c'est pour moi le creuset de tous les langages de la relation. Langage des sentiments, langage des désirs, langage du corps, langage de l'imaginaire, langage des peurs. Il y a beaucoup de peurs dans la sexualité. Langage de la créativité. Combien d'hommes confondent éjaculation et orgasme? J'ai commencé à écrire un peu là-dessus et j'interpelle et je découvre, je vais faire sursauter ceux qui m'écoutent, que 6 hommes sur 10 n'ont jamais connu l'orgasme, par exemple. Ils se contentent d'éjaculer. Et un ami me disait dernièrement, j'ai découvert l'orgasme à 42 ans. Jusqu'à maintenant, je faisais l'amour avec le bout de mon zizi. Je trouve cette phrase à la fois tendre et émouvante. Et c'est vrai que dans ce livre, à travers 23 histoires très différentes, touchant à l'enfance, touchant aux garçons, aux petites filles, aux femmes, aux hommes, oui, c'est vrai que je parle de la sexualité avec une liberté peut-être que je n'avais jamais eue jusqu'à ce jour, qui est le propre des nouvelles. Vous savez, l'écriture, j'écris des essais jusqu'à maintenant. Mais l'écriture romanesque, on est un peu Dieu au fond je découvre quand on écrit des nouvelles et des romans, parce que on crée un personnage, on le fait aimer, souffrir, ressusciter parfois. On a un pouvoir incroyable. Puis ce personnage, au bout d'un moment, il s'impose presque et lui aussi il réclame son existence. Enfin, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ces nouvelles, je les ai portées pendant 15 ans. Je les ai écrites, les premières, il y a plus de 15 ans. Je n'osais pas les donner encore. Pourquoi? Pudeur, peut-être. Pudeur, parce que il y a une part, comme dans tout roman, je crois, une part d'autobiographie, même si je l'ai mêlée à beaucoup d'autres histoires. Enfin, pour faire une histoire, je me suis appuyé sur 3, 4, 5, 6 histoires qui m'ont été rapportées, que j'ai entendues dans mon propre entourage, chez des amis, chez même mon frère. L'histoire du perroquet bleu, par exemple, c'est mon frère qui m'a confié cela, que c'est en allant pour la première fois à la grande école, à 7 ans, et à une fenêtre, il a découvert un perroquet. Il n'avait jamais vu de perroquet. Et à partir de là, j'ai brodé beaucoup sur cette histoire. Vous avez laissé aller votre imaginaire, mais souvenez-vous, dans Quant à grandir, quant à guérir, l'histoire de Clito. Oui. Vous vous souvenez? Clito. Clitoris, ou les contes de Régula, pour les règles des... S'il vous plaît, Jacques Salomé, racontez aux auditeurs. Oh, non, c'est un jeu, ce sont des jeux de mots, etc. Non, je préfère les renvoyer. Mais vous savez bien que nous adorons les jeux de mots, tous les deux, les mots MOTS. Mais vous savez, les contes, je crois qu'il faut pas trop les déflorer comme ça
parce qu'il y a une chute, il y a une sorte de... Pour moi, les contes, c'est une façon d'envoyer des messages à l'inconscient. Donc, quelqu'un ouvre un livre, il l'ouvre peut-être au hasard, et c'est pas par hasard, comme il n'y a pas de hasard, qu'il tombe sur tel type de conte, et avec lequel il va peut-être accéder à un peu plus de vérité, un peu plus de sincérité envers lui-même. Il y a à chaque histoire que vous racontez, les 23 histoires, je le dis une fois de plus, pas envie de lire ou de s'attarder sur telle ou telle histoire, c'est donner l'envie de lire à ceux qui nous écoutent, mais il y a chaque fois des phrases que vous mettez en exergue de chaque chapitre. Il y en a de très belles, par exemple, ce qui rend beau les gens, c'est le regard de l'amour. Jérôme Savary. Voilà, j'ai emprunté des phrases à certains, j'en ai mis de moi-même. Une petite phrase comme ça qui est un peu comme ma musique, une sorte de contrepoint qui fait peut-être appeler ou qui fait ressortir peut-être quelque chose qui y aura un peu plus tard dans le texte et qui se révélera peut-être avec plus de force. Une phrase aussi qui est très très belle, on aurait pu dire ou penser que c'était Syntex qui l'avait écrit, et c'est pas Syntex. Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. Oui, ça c'est superbe. Et l'auteur, c'est pas Saint-Exupéry? Non, dites-le. Lao Tzu. Voilà, c'est un philosophe chinois, mais presque contemporain, qui a vécu en Chine dans les années 1920. C'est pas un ancêtre de la philosophie chinoise, mais c'est un philosophe ancré dans le réel. Jacques Salomé, je vais vous proposer une pause musicale, une respiration musicale à travers un texte, et puis en même temps je pense que nous serons complètement dans ce livre. Je croyais qu'il suffisait de t'aimer. J'ai complètement oublié de rappeler l'éditeur, mais bon, vous écrivez depuis des années chez Albin Michel. Oui. Et puis moi, au moment de l'émission, j'ai aussi amené un texte que je lirai, que je offrirai au lecteur. Alors je vais vous faire entendre un garçon qui est... Mais gardons la surprise. Elle avait un travail, des enfants, un époux, une maison, un jardin, une auto, un toutou, des robes, des bijoux, des photos de famille. Comme on dit par chez nous, c'était une brave fille. Elle partait le matin dans sa petite auto. Elle rentrait le soir, ni trop tard, ni trop tôt, juste pour pas manquer la sortie de l'école. Faire bouillir de l'eau dans une casserole, préparer le dîner, surveiller les devoirs. Toilette, pyjama, raconte-moi une histoire. La pâtée du toutou et son petit besoin. Ramasser les joujoux qui traînaient dans les coins, prévoir les vêtements du lendemain matin, la vaisselle et au lit pour le petit câlin. Au mari qui sans ça ne peut pas s'endormir et veut toujours savoir si elle a pris son plaisir. Le samedi et le dimanche, elle ne travaillait pas. Enfin, façon de parler, je veux dire par là qu'elle prenait tout son temps pour laver, repasser, astiquer la maison, faire briller les parquets, mijoter des petits plats, cuire une tarte aux pommes. En semaine on ne peut pas, et ça plaît tant aux hommes, recevoir les parents, les amis du mari, qui répètent tout le temps plus on est, plus on rit. Elle avait un travail, des enfants, un époux, une maison, un jardin, une auto, un toutou, des robes, des bijoux, des photos de famille. Comme on dit par chez nous, c'était une drôle de fille. Figurez-vous qu'un jour, allez savoir pourquoi, les enfants, le mari, elle a tout planté là, sans une explication, sans un mot, sans un grief. C'est-il pas une honte, Jésus, Marie, Joseph? C'est-il pas une honte, Jésus, Marie, Joseph? Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com pour ceux qui nous entendent sur Internet. Je vous regardais pendant que cette chanson défilait. Je la trouve formidable. Est-ce que ce soit un homme qui l'a écrit pour raconter au fond la vie des femmes d'aujourd'hui et en même temps peut-être le réveil des femmes d'aujourd'hui sur la chute là. Bah oui, parce que il y a une incommunicabilité totale. Oui. À travers cette chanson et en même temps elle est pleine d'espoir.
Je trouve, parce que elle résume au fond à la fois la vie des femmes d'aujourd'hui, en même temps le réveil, parce que c'est vrai que elles ne se contentent plus bien de rester à la cuisine, de s'occuper de leur mari, de faire l'amour, d'élever des enfants, mais elles aspirent. Je vais le dire, moi j'ai 3 filles, donc qui sont des adultes, qui sont toutes engagées dans des relations amoureuses ou conjugales. Eh bien, c'est vrai qu'elles demandent, j'ai envie de dire presque elles exigent un partenaire relationnel, un type, un homme avec qui pouvoir parler, échanger, s'agrandir mutuellement, et pas simplement être dans le faire, mais être dans un peu plus d'être. Ce garçon qui chante, c'est quelqu'un qui habite pas très très loin de chez vous. C'est vrai. Il s'appelle Antoine Candelas. Antoine Candelas. Et c'est une chanson qu'il a écrite il y a 20 ans à peu près. Eh bien, je trouve qu'elle est formidable. Je la connaissais pas du tout. Je suis content d'apprendre quelque chose avec Jacques Salomé. Ah non, parce que ça me rejoint tout à fait. Je veux dire, à la fois cette description un peu acide et pleine d'humour et de tendresse qu'il y a dans cette chanson. Je pensais qu'elle était tout à fait d'actualité. Je l'ai pas choisi au hasard, puisque le hasard n'existe pas, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques Salomé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de couples qui ne s'entendent plus? Parce qu'ils ne se parlent plus, parce qu'ils ne s'écoutent plus, parce qu'ils ne communiquent plus? Oh, il y a beaucoup disons, de causes, entre guillemets. Mais pour moi, la principale, c'est d'abord, on n'élève pas les hommes et les femmes de la même façon. J'appelle ça le biberon relationnel. Si les femmes qui m'écoutent peuvent l'entendre, quand j'étais professeur à l'université, j'avais fait travailler un peu mes étudiants là-dessus. On n'envoie pas les mêmes messages, une mère n'envoie pas les mêmes messages en direction de son garçon que les messages en direction de sa fille. Les mots qu'on entend qui reviennent le plus souvent dans les messages vers la fille, le biberon relationnel, ça tourne autour de j'aime, j'aime pas. J'aime pas. Oh, j'aime pas ta coiffure, j'aime pas ton corsage, il va pas bien avec ta jupe, ou j'aime aujourd'hui le rouge à lèvres que tu as. Donc, une fille, globalement, une petite fille, et plus tard une femme, a été nourrie avec au biberon où dominer les sentiments. J'aime, j'aime pas. Ce qui entraînera ensuite plus tard, dans les relations avec sa mère, beaucoup de doutes et d'interrogations d'ailleurs. Et puis les messages qui passent d'une mère à son garçon, c'est plutôt dans l'ordre du désir. Non pas qu'elle ait des désirs sexuels vers lui, mais les mots qu'on entend, c'est « je désire que tu te coiffes autrement, je désire que tu mettes plutôt des pantalons que des blue jeans, que tu fasses la littérature ou mathématiques, etc. » Dans un garçon, globalement, il a été imbibé et nourri dans l'ordre des désirs. 20 ans plus tard, il rencontre une femme. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Je t'aime, et lui, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je te veux, je te désire. Et voyez-vous ce décalage déjà dans la nature des messages qui circulent entre les hommes et les femmes, c'est un des malentendus les plus forts et les plus inconscients presque qui circulent dans les relations hommes-femmes. L'autre cause aussi qui fait que il y a une sorte d'accélération galopante de l'incommunication dans le couple, c'est la fuite du temps. Moi je ne vois pas passer les journées, j'aurais besoin de journées de 72 heures pour faire la moitié de tout ce que je voudrais faire. Donc cette sorte d'accélération du temps fait bien qu'on ne prend pas le temps de se rencontrer. On propose des relations de consommation et non pas des relations, des communications de consommation, et non pas des communications relationnelles qui nous relient, ça ne veut pas dire qui nous attachent à l'autre, mais qui nous amplifient, nous agrandissent. On parle au plus préfet, regardez dans un restaurant, un homme et une femme qui discutent, c'est d'une pauvreté incroyable. Vous avez remarqué aussi que peu de couples discutent quand ils sont dans un restaurant. Voilà, ils mangent. Ils s'emmerdent. Voilà, ils s'ennuient, regardent à droite, à gauche, le regard de l'homme surtout est ailleurs, et pourtant, ils vont au restaurant, ils ont peut-être quitté les enfants, la famille, etc. Ils veulent peut-être se rencontrer. Alors, et puis, l'autre pollution, je vais utiliser ce mot, c'est qu'on a fait rentrer un étranger. On a fait rentrer un étranger dans la vie de couple. C'est la télévision. Si vous faites le calcul, 8 à 10 heures de travail par jour, avec le transport compris. 1 heure, mettons, pour satisfaire les besoins élémentaires, toilettes, nourriture, quelques heures de sommeil. 4h30 de télévision en moyenne, où reste-t-il le temps de se parler? Parce que c'est ça que ça veut dire communiquer. La plupart des gens l'oublient.
ça veut dire mettre en commun. La question va être quoi? Est-ce que je mets en commun une communication de type fonctionnel? Ah tiens ma chérie, il faudra penser à mettre de l'huile dans la voiture, ou il faudra penser à me rappeler de payer la facture d'électricité, ou est-ce qu'on met en commun des rêves, des projets, des élans, des désirs? On parlait tout à l'heure de la rencontre sexuelle. Oui, c'est pas simplement le pam pam boum boum, faire l'amour, c'est prendre le temps de se regarder, de se rencontrer, de se caresser, ce que moi j'appelle la fête des corps, et qui nous permet peut-être, parce que je crois que, je vais le dire, que c'est le dépassement de l'érotisme. Il me semble que la rencontre sexuelle, c'est le lieu où on va rencontrer le divin qui est en nous, où on va rencontrer cette part du divin qui est en nous. Et dans une des nouvelles, je tente de le dire, et j'espère que ceux qui la liront, au-delà de la dimension sensuelle, érotique qui circule dans cette nouvelle, peut-être justement qu'on peut accéder effectivement au divin qui est en nous, c'est-à-dire de découvrir que peut-être, Dieu, c'est nous, mais qu'on risque de l'avoir oublié. Mais vous le savez bien, dans ce que vous venez de dire, le divin existe en nous. Nous sommes en train d'en prendre de plus en plus conscience. Oui, il n'y a pas longtemps. Vrai. Vous faites partie de ceux qui ont permis, ne rougissez surtout pas, mais de faire avancer le schmilblick. Dans cette direction. On a besoin de Jacques Salomé et puis d'autres, parce que vous n'êtes pas une exception, même si vous êtes exceptionnel. Mais de plus en plus, cette part divine, les hommes, les femmes sont en train d'en prendre conscience. Pourquoi cette nouvelle prise de conscience que l'on sent de plus en plus, plus que frémissante maintenant? Vous savez, je suis psychosociologue de formation, donc j'ai été formé à essayer de voir les phénomènes d'un peu du haut, donc de partir des phénomènes au ras des pâquerettes, du quotidien de chacun, pour quand même en extraire un regard, une analyse, éventuellement une meilleure compréhension. Je crois qu'il y a deux mouvements qui contradictoires et paradoxaux actuellement, qui dominent. Un mouvement que j'appellerais le mouvement de la culture socio-économique, socio-culturelle économique, qui est presque un mouvement, disons, d'uniformisation, de nivellement. En dehors des yeux bridés, il y a très peu de différence entre nous et un Chinois aujourd'hui. Même costume, les mêmes blue jeans, on mange presque la même chose. Nous, on mange parfois avec des baguettes, et ils mangent aussi avec des fourchettes. Donc, ce mouvement d'uniformisation, c'est les multinationales qui concoctent ce qu'on va manger dans les 10 prochaines années, le nombre de mètres carrés de sable qu'on devra consommer pour nos vacances, de mètres de neige qu'il faudra prévoir avec des souffleries artificielles, etc. Donc, ce mouvement d'uniformisation qui écrase l'individu, qui fait que bien on perd son individualité. Et en même temps, un mouvement de retrouvailles avec soi-même, d'individuation, qui est confondu aujourd'hui avec trop d'individualisme, peut-être un peu d'égoïsme, mais tout ça je relativise. Donc un mouvement que j'appelle de réappropriation de son pouvoir de vie. Et c'est dans ce mouvement-là qu'il y a cette recherche peut-être de découvrir, eh bien que bon, je suis agnostique, je ne souhaite pas blesser ceux qui m'écoutent, qui ont des croyances diverses et importantes. Moi, je donne ma croyance. Je crois en l'homme. Je crois que Dieu c'est nous, mais que à un moment donné de l'histoire de l'homme, on a renoncé, ou on s'est senti obligé d'inventer une entité qu'on appelle Dieu, mais dans lequel on a remis ses propres pouvoirs, on a remis ses propres attentes. Nous sommes dans une culture aussi voyez-vous, de l'assistanat. On attend la réponse à nos problèmes de quelqu'un. Alors voilà, on est dans ces deux mouvements. Regardez dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes qui font de la méditation, du yoga, une psychanalyse, ou je vais appeler, ou un travail sur soi. C'est pas nécessairement de la psychanalyse, ça peut être aussi de la sophrologie ou de l'hypnose ericksonienne, qui sont des démarches incroyablement puissantes de réappropriation d'un pouvoir de vie sur sa propre vie. Et c'est comme ça que je comprends donc cette sorte de début de meilleure relation au divin pour des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Il y a quelques années, pardonnez-moi, je reviens en arrière, mais ça m'avait beaucoup touché. Vous étiez arrivé dans le studio et vous m'aviez lancé sur la table des autocollants où il y avait les commandements, mais pas n'importe quel commandement. Déclaration des droits de l'homme et de la femme à l'amour. Je m'en souviens bien. Vous vous oui. souvenez? Oui, oui. Dans lequel, oui, c'est un texte qui aujourd'hui un peu a fait le tour du monde. Je crois qu'il a été traduit en 50 langues. C'est pas tout à fait des commandements, mais ce sont des invitations, effectivement. T'aimer sans te posséder, te partager avec toi sans t'envahir, etc. Bon, je les connais plus par cœur, mais c'était une sorte d'invitation, c'est vrai, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui à se respecter dans l'amour, parce que regardez ce que je vois autour de moi, c'est comment l'amour, qui est à la fois la chose la plus recherchée et en même temps la plus violentée, la plus maltraitée. Et ce livre d'ailleurs aussi, ça c'est mon utopie, ce sont des nouvelles, mais à travers ces nouvelles, c'est une invitation peut-être aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui à se réconcilier avec l'amour. Je trouve qu'on ne s'aime pas aujourd'hui. J'ai découvert ça tard dans ma vie. À peine à 40 ans, j'ai découvert que pour pouvoir aimer l'autre, il fallait commencer à s'aimer. Que pour pouvoir donner de l'amour, il suffisait pas d'en avoir reçu de papa ou maman ou grand-père ou grand-mère si j'étais élevé par eux. Pour pouvoir aimer, il fallait accepter de s'aimer. Et quand, regardez dans le métro, je suis arrivé ce matin par l'avion d'Avignon, j'ai pris le Orlyval, j'étais atterré, la tête des gens dans le métro, ils sont tristes, j'ai envie de dire, ils sont pas menaçants vis-à-vis des autres, ils sont menaçants vis-à-vis d'eux-mêmes. Oui, mais là, vous venez d'une région où il y a encore un peu de soleil, et puis là, on est en plein dans les grèves aussi. Vous savez, c'est quand même la galère en ce moment pour les Parisiens. Mais en même temps, vous parlez d'amour. Cet amour, il n'est pas facile. Il faut le chercher, il faut le trouver. Vous parliez des mots tout à l'heure, des mots de l'enfance. Les mots M-O-T-S, mais qui deviennent aussi des mots M-A-U-X. Combien de fois une petite fille a entendu de la bouche de sa maman « Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, tu le rencontreras, ton prince charmant. » Et quand on décode, ça veut dire « Moi, maman, je ne l'ai pas trouvé. » Voilà, ça c'est la différence entre le discours et le message. Le discours qui semble assez positif, tu le rencontreras, qui semble un encouragement, et le message c'est, eh bien, tu vois, ta mère l'a pas encore trouvé, et elle te propose peut-être de le rencontrer à sa place, ou que tu puisses vivre. Non, ce qui me frappe peut-être en matière d'amour, c'est, et ça, j'ai 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. J'ai beaucoup de reconnaissance pour eux parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris et nous avons eu des discussions qui n'en finissaient pas sur le thème de l'amour, à tel point que il y a quelques années, j'ai écrit spécialement un livre pour eux qui reprenait toutes les questions. Dis papa, c'est quoi l'amour? Dans lequel je tentais de répondre. Aujourd'hui, ce que je pourrais en dire, c'est que ce qu'on appelle amour, c'est souvent des pseudo-amours. Exemple. Je dis à l'autre je t'aime et ça veut dire aime-moi, aime-moi. Donc c'est ce que j'appelle aujourd'hui les amours de besoin. On dira à l'autre je t'aime et ça voudra dire ne me quitte pas, ne me quitte pas. Donc c'est ce que j'appelle les amours de peur qui vont être des amours terroristes, qui vont être des amours envahissants. Ou on peut proposer à l'autre ce que j'appelle des amours de manque. On dit je t'aime et ça veut dire aime-moi comme ma mère aurait dû m'aimer ou comme la femme qui m'a quitté il y a 3 ans, elle n'a pas su m'aimer. Il y a des amours de consommation. C'est terrifiant d'associer amour et consommation. C'est-à-dire au fond qu'on aime l'amour que l'autre a pour nous. On se contente de se laisser aimer. Et je peux en parler avec beaucoup de liberté. J'étais cet homme-là qui au cours de sa vie a proposé, sans même le savoir, sans même en être aussi conscient que je le suis aujourd'hui, qui a proposé ce que j'appelle des pseudo-amours. Donc qui non seulement a escroqué l'autre, mais s'est escroqué lui-même, parce que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un don. Ça veut dire, la meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour qui me vient de l'autre, dans mon cas plutôt une femme, et l'amour que moi je lui proposerai, ce sont au fond 2 notes de musique qui vont s'avancer l'une vers l'autre, et ça va faire parfois du Mozart. Ça c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent. Mais parfois, ça ne fait pas du Mozart. Ces 2 notes ne s'accordent pas, et ça fait une sorte de couac.
Et ils ne vont pas se quitter, ils ne vont pas se quitter pour autant. Ils vont quand même tenter de rester ensemble avec l'espoir qu'un jour, ce couac, ce désaccord, cette disharmonie fasse un jour du Bach, des Beaux-Arts, ou de Beethoven, ou de Schubert. Et c'est ça qui est pathétique dans l'amour, c'est que l'amour que je peux avoir pour l'autre, il peut être formidable. L'amour que l'autre peut avoir pour moi, il peut être extraordinaire. Et bien parfois, ça ne s'accorde pas, ça ne vibre pas, ça ne s'harmonise pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des relations qui sont foutues avant même d'être commencées, parce que cette note de musique que j'appelle amour, qu'on proposera à la note de musique qui est l'amour de l'autre, eh bien, ne va pas nécessairement s'accorder, ne va pas vibrer au point de nous emporter, de nous amener au 7e ciel et même ailleurs, mais surtout peut-être de nous permettre dans la durée, de traverser les péripéties, les avatars inévitables de la vie quotidienne. Alors vous voyez, en même temps, j'ai l'impression là d'être un grand démystificateur, un dérangeur, c'est ma profession principale, dérangeur. Et en même temps, je crois que je peux être aussi porteur d'espoir, parce que si ceux qui m'écoutent peuvent accepter d'entendre cela, eh bien je crois qu'ils arrêteront de se blesser en restant dans des relations dans lesquelles il y aura beaucoup trop de souffrance, de détresse, de violence. Vous voyez, l'amour n'est pas toujours rose, n'a pas toujours la couleur du rose. C'est un décapant extraordinaire, c'est un propulseur d'énergie, mais dans tous les domaines. Moi, j'ai écrit mes premiers poèmes quand j'étais amoureux. J'ai fait des choses que je ne croyais que je ne savais pas faire. L'amour, c'est comme une sorte de soleil intérieur qui nous habite et qui nous donne une énergie incroyable pour aller vers le meilleur de l'autre, en lui proposant peut-être le meilleur de soi. Vous parliez d'amour de manque tout à l'heure. Comment vous avez ressenti, vous, Jacques Salomé, cette chanson de Brel, Ne me quitte pas? Alors bon, je connais un peu l'histoire de Brel, je connais aussi son histoire avec Madeleine Balmy, mais il était dans une relation douloureuse, ça veut dire, parce que qu'est-ce que nous rêvons tous? C'est ça l'histoire du prince charmant. On nous laisse croire que si on aime, il y aura nécessairement un amour en réciprocité. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a un qui aime et l'autre n'aime pas. Il y en a un qui aime et l'autre est dans l'ordre du ressenti. C'est-à-dire, il est bien dans la présence de l'autre, il va rechercher même son contact, il peut faire des projets de vacances ou de soirées avec lui, mais il est lui dans l'ordre du ressenti et non pas dans l'ordre des sentiments. Et dans cette chanson qui est... Une phrase terrible, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. C'est pas une chanson d'amour, ce sont pas des mots d'amour. Et non, ça c'est une... Attention, il ne faut pas confondre l'amour avec les maladies de l'amour. et je crois que Brel a traversé un certain nombre de maladies de maladies de l'amour. Ça veut dire que, eh bien, il aimait une femme qui, elle, a été touchée par son amour et peut-être dans un premier temps est entrée dans un amour de consommation. C'est pas un jugement de valeur que je porte, hein. Je montre un fonctionnement et qui dans un deuxième temps, eh bien, s'est détourné de lui et c'est au moment de la séparation. Mais voyez, là, toute la littérature et la plupart des chansons parlent, chaque fois qu'on parle d'amour, sur la souffrance qu'il y a à ne plus être aimé. Et cette chanson de Brel le traduit. Je ne me sens plus aimé de toi, mais ne me quitte pas, reste quand même avec moi. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tous les sacrifices pour que ton regard, ta présence ne se détourne pas de moi. Mais c'est plus rare de parler de ce que moi j'appellerais le désamour. Parce que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Nul ne sait à l'avance l'amour que j'ai pour cette femme à ce moment-là, s'il va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans ou simplement 3 ans. Parce qu'il faut être humble devant l'amour. Il faut être humble devant l'amour parce que nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. Nous ne pouvons pas nous dicter d'aimer ou de ne pas aimer. Nous ne pouvons pas nous dicter nous pas non plus dicter à l'autre continue à m'aimer quand tu ne m'aimes plus. Donc ce désamour, je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie.
j'aimais quelqu'un et c'était une relation formidable. Et puis un jour, si j'étais honnête avec moi-même, je ne pouvais plus appeler amour les sentiments qui m'habitaient. Ça pouvait être de la tendresse, de l'admiration, de la reconnaissance, mais ce n'était plus de l'amour. Et je pleurais de rage, je sanglotais de ne plus aimer. J'aurais tellement voulu continuer à aimer cette femme, vous voyez, parce que quand je l'aimais, j'étais ensoleillé, j'étais habité, je faisais des choses incroyables. Et quand j'étais dans ce que j'appelle le désamour, j'avais le sentiment d'avoir une faille, un trou. C'était froid à l'intérieur de mon ventre, de mon cœur. On dit, avoir un cœur de pierre. Vous voyez, c'est pas ce que j'aurais souhaité, avoir un cœur de pierre, un cœur qui ne ressent plus rien. C'est effrayant. Mais voilà, bien j'avais beau pleurer, je ne pouvais pas à nouveau l'aimer. Et nous nous sommes séparés dans beaucoup de souffrances de son côté, parce qu'elle continue à m'aimer. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, de mon côté aussi, parce que j'aurais tellement voulu pouvoir continuer à l'aimer. Et voyez cette dimension du désamour, il faudra qu'un jour j'écrive un livre là-dessus, on en parle rarement. J'ai fait 2 nouvelles là sur ce thème du désamour. On en parle plus rarement, et combien c'est aussi souffrant pour celui qui continue à aimer que pour celui qui n'aime plus. Bon, le plus simple, c'est vrai, c'est qu'on aime quelqu'un, puis on n'aime plus, puis on aime quelqu'un d'autre. Alors, il y a ce que j'appelle des amours de remplacement. Mais c'est moins fréquent qu'on ne le croit. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident. Donc, pour ceux qui ont vécu ce dont je parle, des amours, je crois qu'ils entendront vraiment combien c'est souffrant et interpellant. L'amour, c'est aussi s'engager dans une relation, parce qu'il y a l'homme, la femme, la relation, et puis tout ce que l'on traîne derrière soi, toute la famille, les grands-pères, les grands-mères, les tantes, les oncles, mais en même temps, et avant de vous poser la question sur la relation, ce besoin d'amour que nous avons tous, est-ce que nous ne souffrons pas aussi d'une privation de liberté ? Un risque de privation de liberté. Voilà, vous avez prononcé le mot que j'avais sur l'air, c'est un risque possible. Ça veut dire que c'est contradictoire l'amour, ça veut dire que ça suppose proximité, présence, éventuellement attachement. Vous voyez, là, on en parlera tout à l'heure, je fais intervenir la relation, nous sommes toujours 3 dans une relation, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Et que nous oscillons sans arrêt, c'est vrai, entre 2 mouvements. L'amour se joue entre des forces de cohésion, des forces de rapprochement, et aussi des forces d'éclatement, des forces de distanciation. Ce qui veut dire, voyez-vous, que si on est dans une relation amoureuse, dans une relation d'amour, et que cette relation va déboucher sur une relation de couple, c'est-à-dire dans la durée, et on parlera tout à l'heure des conditions qui supposent de comment passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple. Et vous voyez que je n'utilise pas les mêmes mots. Rencontre amoureuse dans le présent, dans le plaisir de l'instant, dans le plaisir de ce qu'on va vivre. Et c'est pour ça que c'est pas très difficile de vivre la rencontre amoureuse si on est dans l'ordre du plaisir et de l'abandon et du bien-être. Là où ça devient plus difficile, c'est comment passer de la rencontre à la relation dans la durée. Eh bien, chaque fois qu'on est en amour, on doit se confronter à 2 choses. Fidélité à soi, fidélité à l'autre. Tant que ces 2 fidélités se juxtaposent, peuvent cohabiter ensemble, nous pouvons rester 70 ans, 100 ans, 150 ans ensemble si on a une durée de vie de 150 ans. Mais le jour où je sens que je ne suis plus fidèle à moi, en restant quand même ou en tentant de rester fidèle dans cette relation, je dois m'interroger. Alors, je préfère rester fidèle à l'autre, mais en étant plus fidèle à moi-même. Et vous savez, j'ai 68 ans, 60% des femmes de ma génération ont payé un prix très fort, justement, parce qu'elles sentaient qu'elles n'étaient plus fidèles à elles-mêmes, en restant dans telle relation de couple, où le mari buvait, où le mari avait des relations tierces, où c'était l'enfer peut-être au quotidien, mais
comme on divorce pas, on se quitte pas, il y a les enfants, et puis peut-être qu'il va changer avec l'espoir que l'autre changera. Dans ces femmes, 60% des femmes de ma génération. Vous venez de, pardonnez-moi, je vous interromps, vous venez de poser une problématique importante. Changer l'autre. Est-ce qu'il est possible de changer l'autre? Non, on ne peut pas changer l'autre. On peut changer sa relation à l'autre. Je ne peux pas changer mon père, je ne peux pas changer ma mère, mais je peux changer ma relation à mon père et à ma mère. Je ne peux pas changer ma bien-aimée, je ne peux pas changer mes enfants, mais je peux changer ma relation aux enfants. Alors, je veux terminer juste un exemple. Vous voyez, 60% de ces femmes n'étaient pas fidèles à elles-mêmes parce qu'elles préféraient rester fidèles à l'autre et rester dans la relation, mais elles ont payé un prix très fort, très cher. On a opéré la poitrine, on a opéré le ventre, on a opéré l'utérus. Et moi, je veux pas ça pour mes filles. Je préfère qu'elles se respectent, qu'elles soient fidèles à elles-mêmes, plutôt que de s'obliger à rester fidèles à l'autre. Je ne veux pas ça pour mes filles. Je ne veux pas ça non plus pour les femmes que je vais aimer dans les 50 prochaines années. Vous connaissez la différence entre un optimiste et un pessimiste? Non. L'optimiste, c'est un imbécile heureux, et le pessimiste, c'est un imbécile malheureux. Enfin, bon, ce sont mes définitions. Merci. Parce que je suis un fervent de Jacques Salomé. Voilà, je vais être un imbécile heureux. Vous parliez tout à l'heure de la relation ou des relations. Cette relation, elle est pas si difficile que ça. Et pourtant, nous nous mettons plein de saboteurs en place. Par exemple, oui. Pardonnez-moi, oui. Par exemple, on est amoureux, on sait qu'on est aimé, et puis le travail fait qu'on est séparés, on ne peut pas non plus vivre scotché 24 heures sur 24 l'un à côté de l'autre, ou l'un contre l'autre, et c'est toujours ce doute qui s'empare de chacun des deux côtés, c'est aussi bien du côté de l'homme que de la femme, de douter que l'homme peut rencontrer d'autres femmes, que la femme peut rencontrer d'autres hommes, et la fidélité, ça n'est pas toujours en dessous du nombril. Non, pas du tout, pas du tout. On peut aimer quelqu'un et tomber amoureux de quelqu'un d'autre. La vraie question sera, est-ce que dans cette deuxième relation, je ne fais pas de morale, moi je ne parle pas de tromperie ou d'infidélité ou d'adultère, je fais des relations humaines, donc j'appelle ça relation tierce. Un homme et une femme ont une relation principale, ils ont une relation tierce. La question va être, est-ce qu'ils vont la nourrir, cette relation, parce que je peux être amoureux et ne pas m'engager dans une relation. Ou je peux être clair et dire, eh bien, à cette relation tierce, je ne te propose qu'une relation de rencontre. Ça veut dire, tu prends ou tu ne prends pas, mais je me sens engagé ailleurs, je me sens engagé pour une relation principale ailleurs, donc je ne lâcherai pas pour l'instant, mais je peux te proposer une relation de rencontre, et je vais surprendre beaucoup de ceux qui m'écoutent. On croit que ce sont souvent les hommes qui carapatent à droite ou à gauche, qui ont des relations. Je vous rejoins. Qui ont des relations. Tiens, détrompez-vous. Il y a plus de femmes mariées que d'hommes mariés qui ont des relations tierces, mais à la différence des hommes, elles savent bien le gérer, elles savent très bien se définir clairement et de dire à leur amant, eh bien, c'est vrai, je suis avec toi dans l'ordre du plaisir, dans l'ordre de la rencontre, je n'ai pas l'envie d'aller vivre avec toi, ni de faire des enfants ou de m'engager, mais cette relation est importante pour moi parce que peut-être elle me révèle des aspects de moi que je n'ai pas dans ma relation principale. Ça, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Vous savez que j'écris dans psychologie et que je reçois 3500 lettres sur le web, sur Internet, le site de psychologie. Je ne réponds d'ailleurs qu'à une, mais j'entends beaucoup de témoignages de ce sens avec une liberté d'être qui me remplit d'admiration. Les hommes sont plus confus sur ce plan-là, plus alambiqués, ils se sentent coupables. Ils ne savent pas mentir, les hommes. Ils ne savent pas mentir. Au fond, c'est pas une question de mensonge, c'est une question de respect. C'est une règle d'hygiène relationnelle que j'enseigne. Je vais surprendre. C'est ne jamais mettre dans une relation ce qui appartient à une autre. Si cette relation-là est importante pour moi, il ne faut pas que je la maltraite en la polluant avec des informations qui concernent une toute autre relation. Si cette relation-là est importante pour moi, il faut que je la protège, que je la respecte dans une certaine intimité. Les relations importantes, les relations chargées de sens ont besoin d'intimité, ont besoin d'être protégées et ont besoin de cette dimension du mystère et du secret.
Que pensez-vous de cette phrase, Jacques Salomé? Je ne te cache rien, mais je ne te dis pas tout. Oui, c'est une phrase honnête. C'est une phrase honnête, ça veut dire que ce sont deux adultes. J'ose espérer qu'un homme et une femme qui se rencontrent sont deux adultes. Moi, par exemple, je n'accepte pas le questionnement. Où tu vas, avec qui tu sors, qui t'appelle, etc. Je ne suis plus un enfant qui doit me justifier de mon temps et de mes actes. Je ne pose pas non plus de questions intrusives à l'autre. Ça ne fait pas partie de mon mode relationnel. Si nous avons à parler, ma chérie, parlons de ce qui se passe entre toi et moi. Je ne parlerai pas de ce qui peut se passer entre toi et un autre, et je ne souhaite pas parler de ce qui se passerait entre moi et une autre. Vous voyez, je suis formateur en relations humaines, j'enseigne cela, qu'une relation à deux bouts, nous sommes toujours trois, l'autre, moi, la relation qu'il y a entre nous, que je symbolise souvent par une écharpe. La méthode Esper. C'est la méthode Esper que j'enseigne dans un livre qui s'appelle Pour ne plus vivre sur la planète Terre, T-A-I-R-E. Mais c'est pas un livre grand public, c'est un livre vraiment pour les enseignants. Je l'ai écrit principalement pour eux, les formateurs, les psychologues, enfin pour tous ceux qui veulent, disons, apprendre à communiquer autrement. Eh bien, parmi les règles d'hygiène relationnelle que j'enseigne, oui, il y a arrêtons le questionnement intrusif, arrêtons le questionnement qui tente, mine de rien. Celui qui questionne dit mais si je te pose cette question, tu sais, c'est parce que je m'intéresse à toi, c'est parce que je t'aime, c'est parce que je me préoccupe de ce que tu vis. Mais il y a un aspect violent, il y a un aspect intrusif au téléphone, ne serait-ce qu'au téléphone. Je téléphone et c'est pas la personne que j'appelle qui répond, qui décroche et qui me dit c'est de la part de qui. Moi je dis toujours, je vais le lui dire moi-même. Ça plaît pas au téléphone. J'estime que si quelqu'un dans un appartement donné décroche le téléphone et que l'appel n'est pas pour lui, eh bien, il se contente simplement de passer le téléphone à la personne qui est concernée, qui est appelée par l'appel. Cette question, c'est de la part de qui? Je la trouve intrusive, blessante, et moi, chaque fois, je dis, bien, je vais le lui dire moi-même. Cette méthode Esper, on vient juste de l'effleurer. Oui. Est-ce que vous pensez que dans une relation, quand il y a rencontre, amour entre un homme et une femme, dans un couple, légitime ou pas légitime, est-ce qu'il serait plus simple de définir, voyez, comme un rectangle, on circule librement à l'intérieur de ce rectangle en se donnant des règles, des bases, des barrières à ne pas franchir. Ou des balises. Ou des balises. Des balises. On reste à l'intérieur, on circule librement, mais attention, si tu passes de l'autre côté, tu es out. Non, si tu passes de l'autre côté, moi, comme j'ai besoin de me respecter, c'est moi qui sors de la relation. Vous voyez, attention, une relation à deux bouts, il faut prendre la responsabilité de son bout. La question était un peu provocatrice. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'est très important. Alors, vous me donnez l'occasion de parler justement peut-être des 4 ou 5 grandes balises qu'il serait nécessaire de mettre quand on passe de la rencontre amoureuse à la relation de couple. La première, c'est être capable de s'allier. Mais pour s'allier, il faut être délié. Si je rencontre cette femme et que je ne suis pas délié, par exemple, de la relation importante avec ma mère ou avec une femme qui m'a quitté quelques années avant, j'aurais beau mettre une alliance à mon doigt, je ne pourrais pas faire alliance, et je vois autour de moi environ 30 à 40% des couples ils ont beau avoir une alliance, ils n'ont pas pu quand même s'allier parce qu'ils n'étaient pas déliés. Soit la femme reste trop attachée à son père ou à un premier amour, etc. Soit l'homme a une relation significative. Deuxième condition, être capable de s'engager. Et s'engager, ça veut dire, est-ce que j'ai une autonomie suffisante? Est-ce que j'ai une autonomie affective, relationnelle, matérielle suffisante pour ne pas te mettre au service de la satisfaction de mes besoins? Parce que si j'ai pas d'autonomie, bien qu'est-ce qui se passera? Ben, j'attends de l'autre qu'elle réponde à mes besoins. Et ça commence, la révolution relationnelle commence dans un couple quand l'un des deux, devinez lequel, dit à table, tiens, il n'y a pas de sel aujourd'hui? Et que l'autre, devinez laquelle, se lève, excuse-moi, j'ai été distraite. Elle se sent coupable d'avoir oublié le sel? Non, elle pourrait très bien dire, écoute, c'est toi qui as besoin de sel, peut-être que tu vas pouvoir faire quelque
quelque chose pour ton propre besoin. Nous pouvons nous lever, nous pouvons, quand l'autre dit, en regardant son match de foot préféré, d'une voix dolente, il reste de la bière au frigidaire, on peut se lever, lui offrir. Mais quand ça dure depuis 20 ans, et qu'il ne vient pas l'idée de cet homme que sa femme n'est pas au service de ses besoins, là on n'est plus dans la tendresse, on n'est plus dans l'amour, on est dans une sorte de terrorisme relationnel très bien implanté dans certains couples. Très insidieux en même temps. Et violent, et violent. J'ai envie de faire l'amour, ma chérie, si tu m'aimais, tu devrais avoir envie de faire l'amour, sinon t'es pas normal, t'es frigide. Alors on s'embarque comme ça dans une sorte de disqualification. S'allier, s'engager. Tiens, j'ai un trou d'un seul coup, pourtant j'énonce ça régulièrement, au moins une fois par semaine. Être capable d'un projet de vie. Ça veut dire, vous voyez, dans la rencontre amoureuse, on est au présent, on est dans l'ici et maintenant. On passe la soirée ensemble, on peut pousser le présent jusqu'au week-end suivant, ou peut-être aux prochaines vacances, mais on n'est pas encore tout à fait dans le devenir, on n'est pas encore dans l'avenir. Commencer à construire un couple, eh bien, c'est se projeter dans l'avenir, c'est déposer chez l'autre un rêve de vie. Moi, dans ma première relation conjugale, j'avais déposé un rêve de vie chez l'autre, une petite maison en Ardèche avec une source, 3 pommiers où on pourrait finir notre vie, on pourrait vieillir ensemble. Eh bien, ce rêve de vie, il a fallu que je le reprenne. Il n'a pas pu s'inscrire dans cette relation-là. Jacques Salomé, ce livre, il y a combien de temps que vous l'avez porté en vous pendant de nombreuses années? 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans, puis bon, j'écris beaucoup, mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'écris difficilement. Je veux dire par là que j'écris comme ça un premier jet, puis je relis, et 10 fois, donc les feuilles de papier s'entassent, jusqu'au moment où je me lis les phrases à haute voix, et c'est la musique des mots qui est importante pour moi. Je sens que, ça y est, la phrase a bien pris sa place, elle s'accorde bien. Je ne connais pas la composition musicale, je ne sais pas jouer d'instrument, mais je peux imaginer que pour les musiciens, ça doit être cela. Ils pianotent quelque chose, ça s'accorde, ça sonne bien, ça vibre. Maintenant, il faut le raccorder à la phrase précédente, il faut voir si ça s'accordera à la phrase suivante. Donc, pour moi, c'est un accouchement, c'est une gestation qui dure pas 9 mois, mais plusieurs années. En moyenne, je mets 2 ans, 3 ans comme ça pour écrire un livre. Mais ces nouvelles, c'est un autre type d'écriture, une autre écriture romanesque. Vous allez y revenir, oui. Voilà. Eh bien, oui, je les ai portées. Puis alors, j'osais pas les donner. Et puis mon éditeur insistait. Je lui ai donné le paquet. Il m'a dit, mais attendez, il y a au moins 2 volumes là-dedans. Donc, on n'a publié qu'une partie. Vous avez fait évocation à l'évocation de Toulouse. Vous savez bien que là-bas, dans cette région, nous avons le sens de la syncope et de la syntaxe. Et arriver à mettre tout ça en harmonie. Avec Nougaro. Je pense à Nougaro, Petit Taureau. Ce livre, ces nouvelles, l'écriture est complètement différente de l'écriture de Jacques Salomé que nous connaissons. Je parlais d'érotisme flamboyant tout à l'heure. Il y a des mots que nous n'employons plus, des mots MOTS. Je reprends encore ce mot MOTS, qui deviennent des mots un sexe d'homme. Vous en parlez avec... je dirais avec bonheur, avec tendresse. Avec tendresse. Avec tendresse, parce que, voyez-vous, ça je l'ai découvert aussi avec mes propres enfants. D'abord, on ne parle pas du sexe. Alors, il y a un certain nombre de mots que moi je trouve assez grossiers pour le nommer. Ça ne fait pas partie, moi, de ma sensibilité. Mais qu'est-ce que j'ai découvert il y a plus de 20 ans de ça. On était à table, donc, 3 filles et 2 garçons. Et puis, on a découvert au cours d'un repas que dans notre famille, on n'avait pas de mots pour nommer le sexe féminin. On disait le zizi. Tu t'es levé le zizi, etc. Et alors, un jour, les garçons se sont rebellés. Ils disent, ouais, pourquoi on dit du zizi? Elles n'ont pas de zizi, il y a nous qui en avons, etc. Et je découvre que on n'avait pas, vous vous rendez compte, on n'avait pas de mots pour nommer le sexe
de nos enfants, de nos filles. Deuxième chose, on ne parle souvent du sexe que quand ça ne va pas. J'invente un dialogue entre une mère et une fille. Hein. La petite fille, maman, regarde, c'est tout collé. Eh ben, c'est pas grave, ma chérie, je vais te laver, tu vas voir. Maman, ça pique. Ben, attends, je te mets un peu de pommade. Maman, ça saigne. Ah ben, t'es une femme. Quelle est la mère qui pourrait dire, attends, tiens, pose ta main sur ton sexe, pose ta main, écoute-le respirer, écoute-le chanter, écoute-le vibrer, de façon à apprendre à une petite fille, eh bien, à avoir une relation avec son sexe, et pas simplement une relation quand ça ne va pas, quand il y a un problème, mais une relation, on se lave les dents, on prend soin de sa coiffure, on se nettoie les oreilles, et on n'a pas de relation, j'ai envie de dire de relation vivante. Quelle est la mère ou le père qui pourrait dire à son fils, eh bien, pose ta main, écoute, voilà, le sexe des garçons, bien sûr, il est plus visible, il est à l'extérieur, il change de forme, il grossit, etc. Mais le sexe féminin, il est à l'intérieur, il a toute une vie personnelle qui est incroyable. Mais oui, mais en même temps, Jacques Salomé, actuellement, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a le même nom qu'un précédent, Luc Ferry. Oui, oui. Est-ce que vous vous battez depuis des années, je crois, hein, oui, oui. pour que tout ce qui touche à la sexualité fasse aussi partie de ce qu'on peut apprendre à l'école? Ça n'est pas forcément toujours le rôle des parents, ils en ont quand même pas mal sur le dos. C'est vrai. Est-ce que les enseignants devraient aussi... Au-delà de l'éducation sexuelle, c'est vrai, apprendre la communication à l'école comme une matière à part entière. Mais bon, Luc Ferry, il est ce débat actuellement. Je le connais, nous avons été dans plusieurs jurys, donc c'est pas sa priorité. Il a choisi de priorité l'illettrisme et surtout l'ouverture de l'université, une refonte des études supérieures. Bon, il a deux chevaux de bataille, et actuellement il est beaucoup en difficulté, bon, dans un contexte particulier. Bon, je vais vous donner mon point de vue avec simplicité. Je ne crois pas que ça viendra du haut. Je ne crois pas qu'un jour on apprendra la communication à l'école parce que nos gouvernants auront compris la nécessité. Parce que je ne veux pas leur donner des pensées machiavéliques, mais dans aucun pays au monde, j'étais au Japon, en Afrique du Nord, au Québec beaucoup, dans aucun pays au monde on apprend la communication à l'école. Parce que le jour où on apprendrait la communication, je crois qu'on aurait des hommes et des femmes plus conscients, moins manipulables, plus engagés, plus ancrés dans la vie. Je ne suis pas persuadé que c'est le vœu de nos gouvernants, mais je crois qu'un jour, et je lance une sorte d'appel, c'est les parents qui descendront dans la rue. Ils vont descendre dans la rue, non pas pour des choses matérielles, pour des augmentations de salaire ou des craintes qu'ils ont, qu'on va supprimer des postes, etc. Ils descendront dans la rue pour qu'un jour on enseigne la communication à l'école comme une matière à part entière, au même titre que le français, le calcul, l'histoire, la biologie, la géographie. C'est un véritable appel parce que pour moi, l'origine de la violence, elle est là. C'est pas dans les conditions économiques ou comme certains politiciens nous laissent croire, les étrangers, les métèques et les autres qui seraient censés introduire la violence dans nos quartiers ou dans nos écoles. Non, non, l'origine de la violence aujourd'hui, elle est dans l'incommunication, elle est dans le fait que nous sommes des infirmes de la communication. C'est un paradoxe. Je vais vous donner un parallèle. Imaginez aujourd'hui la circulation automobile sans qu'il y ait jamais eu de permis, sans qu'il y ait jamais eu de règles roulées, de préférence à gauche, doubler à droite, regarder dans le rétroviseur, s'arrêter à des feux rouges, etc. Eh bien, vous avez une idée de qu'est-ce que c'est que la communication aujourd'hui. Chacun communique à partir de ses propres repères, à partir de ses propres règles, à partir de ses propres désirs, en imaginant peut-être que les autres ont les mêmes références. Pas du tout. Eh bien, elle en est là aujourd'hui, la communication. Et on s'est trompé de route. On a hyper développé les outils de la communication. En quelques secondes, je parle à quelqu'un qui est à 15 000 kilomètres, mais on a hypotrophié la communication avec le prochain. On a hyper développé la communication avec le lointain. Je vais faire un mauvais jeu de mots. Mais on a oublié la communication avec le prochain. On va mettre 6 mois à adresser la parole à sa voisine de palier. J'ai un ami à Avignon, près d'Avignon, il me dit, il y a un épicier arabe au bas de mon immeuble.
C'est formidable. Je sais que je paye une sorte de taxe à la convivialité, qu'il est peut-être 10 ou 12% plus cher que le supermarché du coin, mais c'est chez lui que je vais, d'abord parce qu'il m'appelle par mon nom. Parce qu'il dit bonjour, parce qu'il a un sourire. Voilà, il dit bonjour, il a un sourire, il m'appelle par mon nom, il me demande des nouvelles de ma fille, est-ce qu'elle a passé le bac, etc. Voilà, bien le jour où cet épicier disparaîtra, il y aura un peu plus de violence dans mon quartier, il y aura un peu plus d'angoisse, un peu plus de peur, un peu plus de violence dans mon quartier. Alors il dit, voilà, c'est ma taxe à la convivialité, je préfère payer un peu plus, mais au moins là, je ne me contente pas d'acheter mon lait, mon fromage et le reste, mais je peux parler et je peux échanger. Vous savez qu'en France, il y a 6 millions de personnes qui parlent à leur chat, à leur chien, et qui parlent à PPDA. Dans le poste de télévision, c'est la relation la plus stable qu'ils ont depuis 18 ans. Il est là fidèle, du lundi au vendredi. Je trouve ça pathétique, je trouve ça... C'est à la fois touchant, bien sûr, de pouvoir parler à son chien, à son chat, ou à PPDA, ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est pathétique, c'est terrifiant même que on soit dans cette sorte de désertification des relations humaines. Marqué, tant qu'à parler à quelqu'un, je préfère parler à mon chat. Au moins, lui, il aura, j'en ai pas, hein, mais il aura sûrement beaucoup plus de réponses à me donner. Les chats sont des animaux magiques. Ah oui, c'est sont vrai, vraiment ça. des bêtes. Et indépendants. Des bêtes. Ils sont pas bêtes. Ce sont des animaux presque mystiques, qui ne sont pas loin de Dieu. Vous parliez de Dieu tout à l'heure, quel qu'il soit, barbu, grand, vieux, machin, on s'en fiche de tout ça. Cette relation, ne pas la vivre dans le terrorisme. La fusion, la relation, c'est comme un feu qu'on doit entretenir. Et souvent, on n'a pas la petite brindille, même la toute petite brindille qui va faire que l'étincelle va disparaître. Comment entretenir une relation? Bien, donc une relation est... Nous sommes toujours trois, vous voyez, je martèle toujours. L'autre, moi, la relation, c'est l'équivalent d'un canal, c'est l'équivalent d'un pont, d'une passerelle sur laquelle vont circuler des messages. Peut-être, j'ai un point de vue différent de vous, c'est pas qu'on n'a pas les brindilles. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire passer dans une relation. Mais le malentendu, c'est qu'on fait passer au fond deux sortes de messages. Des messages cadeaux, des messages positifs, et puis on fait passer aussi des messages caca, des messages négatifs, des messages toxiques. C'est plutôt ça qui altère la relation. C'est pas uniquement la pauvreté possible qu'il peut y avoir dans une relation. Je crois que les gens ont des richesses personnelles et des ressources. Moi, je suis un inconditionnel de l'homme, moi, de la femme aussi, vous l'avez compris. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on fait passer un certain nombre de messages négatifs. Et comme on ne nous a pas appris à les restituer, vous voyez, si vous mangez quelque chose d'avarié, qu'est-ce que fait votre corps? Il le rend, il le vomit, il le ressort, il ne le garde pas. Mais dans les relations humaines, on fait passer beaucoup de messages avariés. Espèce d'idiote, tu ne comprends pas. Je me suis entendu dire, il y a plus de 35 ans de cela, dans un moment de frustration, de colère, j'avais envie de faire l'amour avec ma partenaire, elle n'avait pas envie, et je l'ai traitée de frigide, vous vous rendez compte? C'est une femme que j'aimais, c'est une adulte, je suis un adulte, et je la traite de frigide. Eh bien, elle, vous voyez, elle n'a pas attendu 20 ans, 10 ans, je me rappelle, c'était sur un morceau de carton de cajot d'orange, avec le pyrograveur de son fils, elle avait réécrit le mot de frigide, etc. Elle m'a dit, ça, c'est ton regard à toi, c'est ton point de vue sur moi, je le laisse chez toi, je ne le prends pas chez moi. Et voyez, en restituant comme ça, en restituant un message négatif, cette femme s'est respectée, elle s'est positionnée, mais elle m'a permis aussi de me respecter, de me recentrer. Parfois on prend conscience, on peut dire, écoute, tout à l'heure ma pensée, mes mots ont débordé ma pensée, je voudrais reprendre les mots que j'ai déposés sur toi, mais on n'est pas toujours conscient. Vous avez pris ça comme une phrase d'amour? Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais bien sûr, le fait qu'elle me restitue, ça m'a réconcilié avec nous-mêmes. Et si elle ne m'avait pas restitué, eh bien, vous voyez, la relation est un conduit, il faut jamais l'oublier. S'il y a trop de caca, s'il y a trop de déchets dedans, je vais vous donner une image. Chez vous, regardez ce soir, sous le lavabo, vous avez deux tuyaux, un tuyau d'eau potable et un tuyau de vidange.
En matière de relations humaines, c'est le même tuyau qui sert à la fois pour amener l'eau potable et qui sert de vidange. Donc si je fais passer trop de caca dans ce tuyau, trop de messages négatifs ou dévalorisants, j'aurais beau faire passer après des messages d'amour, des messages positifs, des messages de bien-être, ils auront quand même un peu un drôle de goût, ces messages, si je n'ai pas nettoyé la tuyauterie relationnelle qui est entre ma bien-aimée et moi. Jacques Salomé, est-il possible de cicatriser des blessures d'enfance? Souvent, notre vie d'adulte n'est que la conséquence, si je puis dire, de blessures que nous avons reçues. Les mots qui tuent, les phrases. Je vais répondre parce que c'est le titre d'un livre qui est paru il y a un an. Je mourrai avec mes blessures. Ma thèse à moi, c'est que on a reçu des blessures de l'enfance, 5 grandes blessures: la trahison, l'humiliation, l'injustice, le sentiment d'impuissance, l'abandon et le rejet. Tous, chacun d'entre nous. Elles sont plus ou moins fortement inscrites en nous, mais on est tous porteurs de ces blessures. Et la vie actuelle va des fois réveiller les blessures. Alors, moi je crois qu'on ne les supprime jamais, les blessures. La seule responsabilité que nous avons, c'est de les faire fonctionner à minima, de les laisser se cicatriser. Et donc nous avons deux attitudes à avoir. D'abord, ne pas les gratter, parce que si ma cicatrice d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation, elle est plus ou moins cicatrisée, mais si je continue à la gratter, eh bien, elle va se mettre à suppurer, elle va se remettre à saigner. Et surtout, de ne pas rencontrer des gens qui vont les réveiller. C'est ça l'enjeu. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'avoir une bonne relation avec quelqu'un? Eh bien, c'est avoir une relation dans laquelle ni lui, ni l'autre, ni moi, nous n'allons réactiver, restimuler, réveiller les blessures de l'enfance. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrivera à faire que l'amour peut s'inscrire de façon viable dans la durée. Je me souviens, il y a quelques instants, je parlais de brindilles. Je voulais simplement dire, quand nous vivons une relation d'amour, ayons toujours la réserve de bois nécessaire pour que le feu ne s'éteigne pas. Oui. Quand je rentre à la maison, il faut déjà que je pense: qu'est-ce que j'ai de bon à partager avec ma partenaire? Si j'arrive et tu sais, mon patron, il m'a encore, ma collègue, on fume sans arrêt dans ce bureau, etc. Je vais parler, je vais polluer la relation. Oui, et ça je l'ai appris. J'ai dirigé une maison d'enfants difficile, une période de ma vie, et il m'arrivait de manger parfois avec eux. Donc, eh bien, chaque fois que je devais manger avec ces enfants en souffrance, en difficulté, je disais: attends, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter de positif en termes d'histoire, en termes de connaissances, etc. Parce que si j'arrivais en disant: et j'ai vu ton carnet scolaire, toi, c'était pas bien brillant, t'as encore cassé des carreaux, tu t'es encore battu, tu t'es introduit chez la fille du maire entre 11h et minuit, etc. Parce qu'il ne faisait que des bêtises, donc je ne pouvais voir que le négatif. Bien, c'est comme ça dans une vie de couple. Est-ce que je ne vais voir que ce qui ne va pas, ou est-ce que, c'est vrai, je me donne les moyens de, j'aime bien ce mot, nourrir la relation, le nourrissement de la relation amoureuse. Jacques Salomé, je croyais qu'il suffisait de t'aimer. En lisant ce livre, que je recommande à tous les auditeurs et aux auditrices, parce que quand j'ai dit auditeurs, on va encore me taxer de ne pas parler des auditrices, j'ai le pressentiment que ces nouvelles, dans très peu de temps, il y aura un film. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a moins une ou deux qui pourraient être, oui, on s'est rien dit avant, support. Hein. Non, du tout. Je pense qu'il y en a une ou deux qui pourraient faire l'objet, oui, d'un scénario et d'une mise en image. Mais pour l'instant, on en est là. Il vient de sortir. Je pense qu'il pourra devenir le livre de l'été. J'espère le voir sur les plages, parce que le propre des nouvelles, vous voyez, c'est que c'est assez court. Et puis, c'est qu'on peut les relire plusieurs fois. On n'entend jamais la même chose. On entend des choses différentes. Ce qui me confirme d'ailleurs, je dis souvent qu'un livre a toujours 2 auteurs, celui qui l'écrit, celui qui le lit. Mais celui qui l'a écrit, qui a écrit, je croyais qu'il suffisait de t'aimer, c'est beaucoup lui qu'il dévoile à travers ce livre. Un peu de moi, oui. Un peu Jacques Salomé. Un peu du profond de moi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Un peu beaucoup du profond de moi. Est-ce que vous sentez que vous êtes plus lu par les femmes?
Oui, bien sûr. D'abord, pour deux raisons. D'abord parce que 80% des livres sont lus par les femmes, il faut le savoir. Hein. Mais les livres, disons, de relations humaines, les livres d'interpellation, les livres de cheminement, les livres que j'appellerais de germination personnelle, c'est vrai qu'ils sont en majorité lus par les femmes. Mais je vais vous donner une information. Depuis 2 ans, je sens un changement incroyable, mais c'est visible, c'est palpable. Bon, je signe mes livres dans les salons du livre de France et de Navarre, dont j'ai l'occasion de rencontrer ce qu'on appellerait pompeusement mon public. Eh bien, je vois apparaître les hommes et des hommes qui me disent « mais j'ai été touché, j'ai été bouleversé ». Donc ils se réveillent. Il y a par exemple 2 livres qui les ont vraiment très touchés. Ils sont en pocket, donc c'est des livres qu'on achète dans les gares, etc. C'est Le courage d'être soi et Passeur de vie. Ces 2 livres, apparemment, ont rejoint les hommes et en plus, ils commencent à m'écrire, ce qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Donc les hommes commencent à m'écrire pour se dire, et je trouve ça formidable. Donc, oui, ces nouvelles... J'ai quand même, vous avez insisté, autobiographie, en vous écoutant, il y avait une image qui me revenait, c'est une de mes filles qui me disait, raconte-moi une histoire, papa. Alors je lui disais, tu veux quoi? Tu veux une histoire vraie ou une histoire inventée? Elle disait, je veux une histoire vraie inventée. Eh bien, c'est un peu ça, ces nouvelles. Elles sont vraies, inventées. Je vous ai posé cette question, on sait, mais vous venez de dire, je savais que vous étiez lu par les femmes, mais comme vous faites référence en début du livre à Christian Bobin, que j'aime aussi par-dessus tout, que je recevrai d'ailleurs prochainement, Christian Bobin, les hommes, les mecs, vous devriez lire aussi Christian Bobin, de la même façon que vous devriez lire Jacques Salomé. Ah non, avant maintenant, je suis un inconditionnel de Christian Bobin. C'est une écriture d'une finesse, une écriture d'une sensibilité qui va au cœur des choses, qui va... bon, nous sommes amis, ce n'est pas à moi de parler de lui, mais je trouve que les hommes vont se rencontrer à travers cette écriture. Cette reliance que vous avez entre Christian Bobin et vous, Jacques Salomé, c'est que quand on vous lit à tous les deux, nous les hommes, on devrait faire de sacrés progrès dans la communication avec les femmes. Oui, mais accepter de découvrir déjà cette féminitude, le féminin à nous les hommes, à nous. Accepter cette féminité que nous avons, nous voilà, les hommes. La féminitude, oui. Voilà. Accepter aussi de découvrir que être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Voilà, que nous pouvons rencontrer notre vulnérabilité et découvrir à travers elle les incroyables richesses que nous avons. Nous sommes plusieurs, puisque moi j'ai la liberté de parler des autres avec beaucoup de simplicité. Il y a quelqu'un comme Guy Cornoux qui a fait j'espère qu'un jour vous l'inviterez, c'est un Canadien qui vient de sortir d'ailleurs un dernier livre, là dernièrement. Il y a quelqu'un comme Christian Singer, qui a aussi un style, Où cours-tu, le ciel est en toi, c'est un livre que les hommes et les femmes devraient lire. Bernard Werber également. Bernard Werber, à travers l'écriture romanesque qu'il a, il fait danser les neurones, il nous réveille, il nous secoue. Moi, j'ai cette liberté. Je suis un enthousiaste, je suis un grand lecteur, je suis un papivore, et j'aime bien parler des livres que j'aime et des autres. Voilà, Didier Van Colowert également, sont des auteurs comme ça qui ont une capacité d'interpellation qui nous conduisent vers un peu plus de nous-mêmes, vers le meilleur de nous-mêmes. Eh bien, moi, c'est ce que je souhaite à chacun, vraiment. Vous avez parlé de Guy Cornoux, je crois qu'il a écrit un livre, Victime de soi et bourreau, ou quelque chose comme ça. Bourreau de soi-même. Bourreau de soi-même. Didier Van Colowert est venu il n'y a pas très longtemps nous parler de son livre L'Apparition, son nouveau livre qui est aussi sorti chez Albin Michel, Hors de moi, un livre étrange, et en même temps, mais qui approche vers une direction où on se demande si on n'est pas près de la folie. C'est assez ambigu comme lecture, mais en même temps tellement fort. Il faut le dire aussi que nous avons 3 cerveaux globalement. Le cerveau de la survie, le cerveau reptilien, le cerveau gauche, le cerveau rationnel, de la logique, de l'intellectualisme, et le cerveau droit de l'irrationnel, de la créativité, que nous utilisons très peu. Notre culture a hypertrophié le cerveau droit et
hypertrophier le cerveau gauche. Eh bien, des livres comme ce dont je viens de parler, les Bernard Werber, les Didier Van Col, Christian Bobin et d'autres, Christian Saint-Cher, sont des livres justement qui s'adressent au cerveau droit, qui envoient comme ça des messages et qui nous permet de dire, mais il y a une réalité que nous maîtrisons, etc. Mais au-delà de cette réalité, il y a une autre réalité. Il n'y a pas que le rêve, il n'y a pas que l'utopie. Et puis, il faut le dire peut-être avec aussi force, on sait plus de choses sur la Lune que sur les relations humaines aujourd'hui. On n'a pas inventé la roue encore en matière de relations humaines. On en est là. On ne connaît pas la brouette, on ne connaît pas la charrette, la diligence, l'automobile, etc. On est en pleine préhistoire. On ne fait que défricher, qu'élaguer un champ de connaissances incroyable. Et quelques auteurs, par leur intuition, par leur créativité, eh bien, nous invitent comme ça à sortir des chemins battus et à faire quelques découvertes fondamentales. Je vais oser vous recommander un livre. C'est un médecin américain, le docteur Melvin Morse, qui a écrit il y a quelques mois un livre qui s'appelle La Divine Connexion. Il est à Paris en ce moment. Et je vous conseille ce livre. Vraiment, je vous le conseille. Jacques Salomé. Merci à vous. Nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir passé ces 90 minutes avec la radio, avec Ici et Maintenant. Ces 3 mots, Ici et Maintenant. Vous avez... J'ai le temps de lire un petit texte. Oui, ne vous inquiétez pas. C'était la surprise. Ah. Ça reste la surprise. Mais ces 3 mots, Ici et Maintenant, vous en avez parlé un tout petit peu, vous l'avez effleuré. Ça évoque pour vous? Ça évoque surtout le fait, par exemple, que pendant de nombreuses années, moi j'étais incapable de vivre le présent, c'est-à-dire d'être dans l'ici et maintenant d'une situation. Et c'est pour ça que le titre de votre radio est formidable. Moi j'étais toujours tiraillé par mon passé, ou avec une sorte d'anticipation persécutoire de l'avenir. Donc tiraillé entre le passé et le futur, c'est tout se passait comme si je n'avais pas le temps de vivre le présent. J'ai appris aujourd'hui à être dans l'ici et maintenant d'une situation, c'est-à-dire d'être présent au présent. Et je rappellerai que le mot présent a 2 sens, il signifie cadeau, et aussi d'être dans ce temps de l'instant. Ce livre que vous m'aviez offert il y a quelques années, vous voyez, je l'ai précieusement gardé, parce que vous m'aviez écrit à Jean-Claude, pour une vie de tendresse à temps plein. Et pas à mi-temps. Et pas à mi-temps. Pas à mi-temps. Nous allons garder pour la fin de cette émission ce texte que vous avez sous les yeux. Je vais me permettre d'y mettre une touche musicale derrière. Ah, tout à fait. Pour que nous soyons plus dans la tendresse. Si vous avez violon, piano ou violoncelle. Soyez les poètes de votre vie. Oui, soyez les poètes de votre vie. Osez chaque jour mettre du bleu dans votre regard, de l'orange à vos doigts, et aussi des rires arc-en-ciel dans votre ventre. Osez offrir avec votre sourire une tendresse aux couleurs de l'espérance. Osez une douceur renouvelée à chacun de vos gestes. Osez à tout moment entrer dans l'étonnement d'une rencontre et sachez vous émerveiller d'un partage en réciprocité. Osez encore tout le plaisir d'un échange au présent qui ouvre le futur sur un avenir de bienveillance. Veillez surtout à prolonger avec ferveur et passion la vivance de votre vie jusqu'au rire de l'imprévisible.